Alors, de façon spécifique sur votre collègue M. Marouane, je ne pense pas que je puisse dire plus que ce que la justice fait. Ce que je peux suggérer, c'est que lorsque il y a des situations similaires, il faut éviter de donner des informations comme si on était témoin physique de ce qui s'est passé, parce que ça déroute l'opinion publique, ça déroute les enquêtes. Je ne sais pas qu'est-ce qui est devenu votre collègue Chérif Diallo, qui était journaliste aussi en Guinée, que je crois que c'est en 2013 ou en 2014 qu'il a disparu. Je ne sais pas si certains d'entre vous s'en souviennent, mais on le cherche toujours. Il n'y avait pas le CNRD. En ce moment-là, personne ne disait que c'est des gens cagoulés qui viennent chez les gendarmes. Parce que la difficulté aujourd'hui, c'est dès qu'il y a une situation de crime, ou en tout cas susceptible d'être qualifié comme tel, les gens commencent à écrire, c'est des gens cagoulés, c'est les forces spéciales, on les a vus, ils les ont pris, ils les ont mis ici, ça déroute l'opinion. Alors que ceux qui écrivent ça, souvent sont à des 1000 lieux, des lieux de commission de ces infractions ou de ces crimes. Il faut donc faire attention lorsqu'il y a une situation comme celle qui arrive à Marouane, la famille, et c'est le moment de les encourager, de leur donner du courage, a fait ce qu'il fallait, aller s'adresser à l'institution judiciaire et à la police, à la gendarmerie, qui ont ouvert une information judiciaire. Je pense que je ne suis pas outillé ni habilité à aller au-delà de dire que la justice est saisie et qu'elle informe la famille. Il faut savoir que même quand il y a des situations qui concernent ce dossier, c'est au plaignant, à la famille, qu'on porte cette information et pas de façon publique. Même si j'étais au courant de ce qu'il y a dans le dossier, je n'ai pas l'habilitation pour en parler dans un point de presse de cette nature. Je pense qu'il faut se rapprocher de la famille, qu'ils se rapprochent de la justice et ils ont accès au dossier et ils peuvent être régulièrement tenus au courant de l'évolution de cette enquête. C'est très important de préserver cela. Pour ce qui est des États-Unis, je pense qu'il ne faut pas s'alarmer. C'est le monde entier qui est touché. Moi, j'ai même vu des expulsions de tous les pays de l'Union européenne. Il n'y en a pas un, il y a 400 et quelques Français, il y a 1800 et quelques Guinéens, il y a des Belges, il y a des Japonais. Le monde entier est touché. 250 000 pour le Mexique, l'Uruguay, etc. C'est plus que 2,5 millions de personnes qui sont concernées. Nous, le ministère des Affaires étrangères, prend des dispositions. Si on devait nous ramener nos concitoyens, on ferait en sorte qu'ils viennent en respectant leur dignité et qu'ils viennent très bien, on va les accueillir dans notre pays. Je ne pense pas qu'on ait des moyens de dire qu'un pays ne va pas expulser un citoyen qui n'est pas son citoyen. Je ne pense pas que juridiquement qu'on a des moyens, mais si on était questionné sur le sujet, parce qu'il faut voir aussi la nature, quand on écoute ce qui est dit dans les médias américains, on dit que c'est des gens qui sont souvent impliqués dans des délits ou des crimes, enfin en tout cas des infractions. Si tel est le cas, quel est le moyen juridique que nous avons de dire qu'on ne nous ramène pas notre compatriote et qu'il faut le maintenir dans une situation d'illégalité dans ce pays-là? Je ne pense pas qu'on ait des moyens. Nous ramenons déjà des concitoyens depuis certains pays africains, qui sont des pays frères à nous, mais on ne peut pas empêcher ça. Ce qu'on peut, c'est de créer des conditions d'accueil. Et si on a les possibilités d'aller les chercher pour les ramener. Mais là, 1800 personnes, c'est beaucoup d'avions, c'est beaucoup de vols. Et je pense que si le gouvernement américain affrétait un vol pour venir, nous serions très heureux d'accueillir nos concitoyens et de faire en sorte que cela se passe très bien, qu'ils ne perdent pas les droits. Parce que dans certains pays, ils perdent même le droit de ramasser leurs affaires, de rentrer. Nous allons veiller à ce que tout ça se fasse dans le respect de la dignité humaine, autant que possible. Mais nous ne pouvons que leur souhaiter un bon retour au pays et de créer les conditions d'accueil les meilleures. Sans que cela ne soit des sources de tension entre nous et les États-Unis ou entre... Parce que le monde entier reçoit ces citoyens, parce qu'ils ramènent de partout. Voilà. Est-ce que l'année 2025 sera une année où toutes les élections vont avoir lieu? Je pense que c'est non, c'est impossible. Ce qui va se faire dans un premier temps et sur instruction du chef de l'État avant la fin du premier semestre, c'est l'élection référendaire. Pour ça, il faut un cadre spécifique. Comme vous le savez, pour le référendum, il faut une loi spécifique qui va organiser le référendum. Le fichier qui va être utilisé, c'est le fichier qui est actuellement en cours de construction.
qui sera issu du RAVEC. Cela ne fait l'objet d'aucun doute. C'est pour ça que nous invitons nos concitoyens à accorder une importance particulière à leur enrôlement, qui est actuellement en cours. Il faut se faire enrôler. Tout le monde va être recensé et on va extraire de cette liste générale la liste électorale. C'est ce qui va se passer. Et donc il faut que les gens, nous encourageons les organisations de la société civile, les acteurs politiques, les partis, à faire une campagne pour que les Guinéens s'intéressent à cette activité s'enrôlent. Ça va réduire les sources de tension demain. La deuxième chose, c'est que l'organe de gestion des élections sera prévu dans la Constitution. Parce qu'il y a un certain nombre de choses qu'on ne peut pas anticiper. On ne peut pas à ce stade parler de l'organe de gestion des élections dans le pays, alors que la Constitution doit créer cet organe, créer éventuellement. La Constitution pourrait confier ça au MATD ou créer un organe spécifique, mais ça c'est la Constitution qui va le dire. Et toutes les institutions qui vont en découler, y compris la loi ou le code électoral, qui va être issu de ça. Il faut que la Constitution le prévoie. C'est une loi organique qui va être votée après l'adoption de la Constitution. Donc il y a d'abord quelque chose de spécifique qui va être mis en place, un cadre juridique pour encadrer l'organisation du référendum. Et une fois la Constitution adoptée, elle va décliner les différentes institutions et lois organiques qui vont être issues d'elle pour permettre d'aller. Parce que si on faisait aujourd'hui une loi électorale, un code électoral, dès après la Constitution, cette loi devient caduque avec les lois avec lesquelles elle est adossée aujourd'hui, qui soit la charte, etc. Donc nous allons faire une loi spécifique. En fait, je pense que c'est la tendance, parce que c'est dans cette tendance que le ministre de l'administration du territoire nous a présenté son projet de loi qui va encadrer les élections référendaires et dont les grandes lignes vont être rendues publiques très prochainement. Donc hier, c'était un des sujets du Conseil des ministres. Ensuite, sur le calendrier électoral, dans les meilleurs des cas, si on arrive à faire les élections au mois de mai, ça va être difficile d'enchaîner les élections présidentielles tout de suite. Parce qu'il y a au moins un code électoral qu'il faut adopter. Il faut compter à peu près 3 semaines. On sera au mois de juin. Il n'est pas possible d'organiser des élections en Guinée au mois de juillet, au mois d'août, peut-être même septembre. Ça veut dire qu'il faut répartir soit en septembre, octobre pour les élections suivantes, que ce soit la présidentielle ou les autres élections, suivant la déclinaison qui sera issue de la Constitution et du chronogramme que l'administration du territoire va prononcer. Donc il faut compter peut-être 2 grandes élections majeures cette année, et puis les autres vont suivre l'année suivante. Mais du point de vue, sauf si on décidait de regrouper toutes les élections à la même date. Après, ça c'est un autre choix dont je ne peux pas dire aujourd'hui quelle est l'option qui va être retenue, mais si ça devait être séquentiel, ça veut dire qu'on ne peut pas faire toutes les élections en 2025. Il va falloir compter pour certaines élections, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y en a plusieurs qui nous attendent. D'après l'avant-projet, il y a des sénatoriales, des élections législatives, des communales, même des districts et des quartiers qui nous attendent encore devant. Donc, ça veut dire que c'est des grandes élections qui vont jalonner la suite du calendrier dans notre pays. Donc 2025, clairement, il y aura le référendum et probablement avec une élection majeure, laquelle on verra la déclinaison de l'administration du territoire dans l'avenir.